Bonsoir, Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de Force Ouvrière et l'invité de Preuve par 3. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous pour répondre, comme chaque semaine dans cette émission, à trois grandes questions. Jean-Claude Mailly, d'abord, est-ce que vous êtes choqué par la rémunération du patron de PSA qui a doublé l'an dernier ? Ensuite, croyez-vous encore possible de faire barrage à la loi travail, dont le parcours parlementaire commence en ce moment même avec Myriam El Khomri? Vous le direz à Marc Préel de l'agence France Presse, le partenaire de Public Sénat pour ce rendez-vous de Preuve par 3. Enfin, troisième question, redoutez-vous la rupture du modèle social en cas de victoire de la droite en 2017? Ce serait la conséquence pour Manuel Valls. Vous répondrez là à Michael Zamès. Alors, première question, donc, Carlos Tavares, le président de Peugeot Citroën, crée la polémique avec sa rémunération qui a doublé l'an dernier pour se hisser à 5 240 000 euros. Est-ce que vous êtes choqué, voire plus ? Écoutez, c'est évident que le moins qu'on puisse dire, c'est que ça surprend. Une telle augmentation, que c'est surdimensionné, notamment par rapport aux négociations salariales qui viennent d'avoir lieu dans le groupe PSA. Je rappelle que l'accord s'est fait à 1,25%, donc on est loin tels écarts. Donc c'est vrai que c'est une augmentation qui choque, ça c'est évident. Ceci étant, regardons aussi la manière dont les choses se font. Quand je dis la manière dont les choses se font, ça veut dire que c'est le mode de rémunération des présidents de ces entreprises qui est en cause. Celle-là ou d'autres, et au niveau international. Quand les présidents sont non seulement des salaires fixes importants, mais également intéressés au rendement financier des actions vis-à-vis des dividendes, on arrive à ce type de situation. D'accord, mais si on regarde Regardez ce que gagnent les autres dans l'automobile. Pareil. Oui, ou plus. Ou plus. Par exemple, Carlos Ghosn, il gagne plus du double. Ou chez Daimler, etc. Donc c'est le mode de rémunération, c'est le mode de financement et de rémunération qui pose problème. Oui, mais là, le mode de rémunération, il est indexé sur la réussite du grand patron. Or, il a atteint ses objectifs, dit-on, beaucoup plus vite que prévu. Ça a commencé avant. Son prédécesseur avait fait un gros travail, je vous rappelle. Philippe Varin avait fait un travail important qui a été poursuivi. Il y a eu un autre plan qui a été lancé par M. Tavares ensuite, dans la foulée. C'est vrai que le groupe a de meilleurs résultats. Je vous rappelle aussi que nous avons signé, Force ouvrière et d'autres organisations, un accord pour aider l'entreprise à un moment donné. On n'a pas accepté de baisse de salaire ni de mobilité forcée, mais il y a eu des efforts de réaliser par les salariés, ce qui est normal, parce que l'entrrise, elle est dans le mur. En fait, je vous écoute, vous ne jetez pas du tout la pierre à M. Tavares. Quand on cible sur un individu, quel qu'il soit, il y a un problème de rémunération de l'ensemble des présidents de ces sociétés, quelles qu'elles soient, de ces sociétés multinationales. Et ça, tant qu'on ne réglera pas ce problème, on aura ce type de... D'accord, mais par exemple, 5 millions d'euros, pour vous, c'est un problème ? Attendez, il n'y en a pas beaucoup qui gagnent ça. Non, mais je sais bien. C'est évident, mais c'est évident. Est-ce que c'est un problème néanmoins ? On ne se rend même pas compte. C'est un problème de ce mode de ces rémunérations, d'une manière générale, sont disproportionnées, mais pour tous les présidents de multinationales, quels qu'ils soient. Parmi les actionnaires de PSA, il y a l'État. L'État qui a d'ailleurs approuvé les mesures qui entrent en vigueur aujourd'hui au bénéfice de M. Carlos Tavares, mais l'État qui a voté également contre cette rémunération. Mais est-ce que l'État ne montre pas surtout en ce moment son impuissance et est-ce que vous le regrettez ? Il y a une participation dans le capital et l'État n'est pas majoritaire en PSA. Il était intervenu dans le capital comme d'autres intervenants extérieurs pour sauver l'entreprise. Donc l'entreprise est repartie. Avec des efforts qui ont été faits par les salariés, je le redis, comme chez Renault, c'est la même chose. L'entreprise est repartie également et la construction automobile se porte pas trop mal en ce moment. Bien, alors je vous propose d'écouter ce qu'en dit le président du MEDEF, Pierre Gattaz, qui lui justifie cette rémunération-là, à cette hauteur-là. On l'écoute et vous réagissez. Il faut saluer, féliciter Carlos Tavares du redressement exceptionnel qu'il a fait de PSA. Vous savez, cette société fait quand même 150 000 personnes, 55 milliards de chiffre d'affaires, était en grande difficulté il y a quelques années, souvenez-vous, a été obligé de s'adosser à un actionnaire chinois, il faisait des pertes, 5 milliards de pertes. Il a redressé cette société qui était en perdition, qui allait sur les rochers. C'est un cargo et bravo, remarquable. Il faut savoir que cette rémunération, c'est la rémunération de la réussite. Et en effet, il faut savoir récompenser la réussite.
Alors, sans revenir forcément sur le montant de la rémunération, Jean-Claude Maillet, est-ce que vous avez envie de dire bravo, vous aussi, à Non, M. attendez, Tavares c'est pas- pour avoir c'est pas- redressé l'entreprise? Quels que soient les talents d'un individu, c'est pas Ah, le mais- seul président qui réussit D'accord. à redresser une entreprise. Mais quand même, Tout le monde, et vous- tout le monde s'y est mis Vous ne voulez pour pas aller redresser jusqu'à le l'entreprise. féliciter pour ce qu'il a fait jusqu'à présent? Non, attendez, il a fait son boulot de président, il a participé, il y a la direction de l'entreprise, il y a les salariés, il y a les syndicats qui ont pris leurs responsabilités dans cette affaire. C'est pas lui tout seul qui redresse une entreprise, ce serait trop facile d'une manière ou d'une autre. Bon, alors Pierre Gattaz, oui, bah, il justifie tout. Lui, je vous rappelle qu'il est président du patronat, donc D'accord. il aimerait peut-être gagner autant, peut-être qu'il les gagne d'ailleurs, j'en sais rien. Peut-être pas, mais en tous les cas, est-ce que pour vous, Carlos Tavares, c'est un bon patron? Bah, c'est un patron qui, pour le moment, en tous les cas, n'a pas licencié. On a une entreprise qui fonctionne. Donc c'est un qui bon patron. Bah, qu'est-ce que ça veut dire quoi, un bon patron? C'est un Est-ce que gestionnaire. vous venez de dire, là, par C'est un exemple, gé- celui qui pour peut le moment, oui. afficher ce Pour le genre de moment, oui, bilan? mais c'est- Ah, pour le moment, oui. Un bilan, mais oui, mais attendez, un bilan, c'est pas l'homme prévidentiel non plus. Je dis bien, l'entreprise avait commencé son redressement avant. Et il y a eu des réformes de structure avec la famille, avec l'intervention de l'État, des interventions extérieures. Donc il est dans une logique de développement de l'entreprise. Bah, ça ne justifie pas maintenant n'importe quelle rémunération. Il y a sans doute quelqu'un que vous respectez qui s'appelle Louis Gallois, qui est le président du conseil de surveillance de PSA. Et d'ailleurs, une fonction qu'il occupe à titre bénévole, c'est gratuit pour lui, et qui juge la rémunération du président non disproportionnée, quand il la compare, comme vous d'ailleurs, à celle versée à tous les patrons du CAC 40, en fait. Oui, mais il suffit de Pas regarder. Mais disproportionné. c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le problème, c'est le mode de rémunération de ces patrons, puisqu'ils sont intéressés d'une certaine manière aux résultats, y compris financiers de l'entreprise. Donc, plus vous avez de résultats financiers, plus vous servez de dividendes, mieux vous êtes rémunéré. Donc, il y a une logique financière qui, à un moment donné, risque de Donc l'emporter c'est sur la la logique logique qu'on connaît. Mais si industrielle. vous aviez Carlos Tavares en face de vous, là, qu'est-ce que vous lui diriez? De Ça aurait été renoncer? bien d'avoir mis le même proportion d'augmentation, Ah. plus fort que les 1,25 pour les salariés. D'accord. Alors pour les salariés, ça a été annoncé par lui-même, il y aura une prime de 2000 Oui, il y a euros. une prime de 2 000 euros. Grâce à ces bons résultats. Et puis également 400 euros qui seront versés puisque Peugeot Citroën a totalement chamboulé, comme vous le réclamiez, vous, parmi d'autres syndicats, le système des retraites chapeaux. Donc il y a quand même des signes qui vont dans le bon sens. Il y a des signes qui vont dans le bon sens. Je vous rappelle que Force ouvrière est la première organisation dans le groupe. Est-ce que vous craignez que cette nouvelle polémique, il y en aura sans doute d'autres, puisque les entreprises commencent à publier leurs résultats, affaiblissent encore la cohésion sociale dans notre pays? Ce sont toujours des exemples. Quand vous êtes au SMIC, que vous êtes salarié, c'est des sommes qui paraissent astronomiques pour tout le monde. Donc c'est un risque? C'est un risque d'inégalité. Enfin, ça montre les inégalités dans notre société, en France comme ailleurs, dans tous les pays industrialisés aujourd'hui. Les inégalités n'ont jamais été aussi importantes qu'en ce moment. Depuis la financiarisation de l'économie notamment, et une logique libérale, les inégalités se sont accrues très fortement dans tous les pays, y compris chez nous. Donc avec des conséquences pour la cohésion sociale que bien l'on entendu. que l'on voit également dans les urnes. Il y a une manière de régler aussi, c'est pas forcément de limiter les rémunérations, mais c'est par l'aspect fiscal. On peut très bien, fiscalement, sur des rémunérations de ce type, charger plus fort. C'est déjà un peu le cas, vous le savez. Oui, mais ça est-ce peut que l'être vous encore mettez, par plus. exemple, vous aimeriez qu'il y ait une toise pour les plus hautes rémunérations Ça fait des partie d'une dirigeants? réforme. Ça fait partie d'une réforme fiscale. Moi, on va nous dire que c'est interdit, que c'est une portée Ouais, non, atteinte mais à la bon, si liberté c'était d'entreprise. possible, vous En tous diriez les cas, combien? la toise peut se faire par la fiscalité. C'est là qu'on peut le faire. Et ça, un État a la possibilité de faire une réforme fiscale et de réintroduire plus de justice fiscale, notamment dans l'impôt sur le revenu. En tous les cas, je note que parmi vos déclarations, là, depuis le début de cette mission, vous dites que vous n'êtes pas opposé, comme syndicaliste, au doublement du salaire en cas d'objectif atteint. Pour tous les salariés, je veux dire. Pour tous les salariés, on est d'accord. Pour tout le monde. Pour tout le monde, vous êtes d'accord? Pour tout le monde, on est d'accord. D'accord, mais pas forcément pour les plus hauts dirigeants Non, qui touchent plusieurs c'est millions d'euros. surdimensionné, c'est très surdimensionné. Alors c'est peut-être trop facile de passer à la question de la rémunération des fonctionnaires, après ce qu'on vient de dire à l'instant. Le gouvernement a donc annoncé une hausse de 1,2%. Où trouver l'argent, selon vous? Écoutez, l'argent... On est dans quelle situation aujourd'hui? Elle est très mauvaise, vous le savez. Oui, elle est très mauvaise. Même s'il y a des améliorations du côté de pourquoi Bercy. Elle est très mauvaise? Les améliorations du côté de Bercy, je demande à voir. Moi. Oui. Parce que la diminution du déficit, c'est aussi dû au fait qu'il y a moins d'investissement. Notamment du côté des collectivités territoriales. Donc ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Parce que qui dit moins d'investissement, dit des problèmes de croissance, dit des problèmes d'activité. Alors, écoutez, la rémunération qu'on considère insuffisante, je rappelle que le calcul fait par les fonctionnaires FO et d'autres organisations, c'est de dire la perte de pouvoir d'achat, elle est à hauteur de 8%. Donc, ça, c'est des chiffres qui sont complètement contestés, vous le savez, par le gouvernement, par la Cour des comptes.
qui, de son côté, Non, la estime perte du que pouvoir d'achat sur le point d'indice. Ah c'est oui, 10%. d'accord, mais sur Ah le oui, sur pouvoir point d'achat général Ah oui, non, mais attendez, des fonctionnaires, là, ça a progressé. le point d'indice, ça n'a pas baissé. Oui, non, bah, quand vous tenez compte de l'ancienneté, quand vous tenez compte des promotions, etc., c'est autre chose. Ça, c'est la lecture patronale. C'est toute la différence. C'est ce que les fonctionnaires touchent véritablement à la fin du mois. C'est toute la différence entre une négociation en masse et une négociation en niveau. Hein, c'est toute la différence. Nous, on a toujours syndicalement défendu les négociations en niveau, quand les employeurs, y compris l'État, négocient en masse. Ils regardent sur l'aspect comptable et budgétaire. Hein, c'est deux visions différentes de la négociation. Alors, où l'État peut-il trouver, selon vous, les 2,4 milliards de coûts annuels de cette hausse du point d'indice? D'abord, s'il faisait une politique économique différente, qui amenait plus d'activité, plus de croissance, plus d'investissement, et qu'on soit moins dans une logique de serrer les boulons comme on le fait depuis des années, il y aurait des marges de manœuvre. Ensuite, comme je l'ai indiqué plusieurs fois, il faut aussi revoir, par exemple, le système d'aide publique aux entreprises. Savoir que sur 3 ans... Mais ça, c'est le fondement même de la politique économique qui est suivie actuellement. Oui, c'est pour ça qu'il se plante. Parce que les résultats, c'est quand même pas terrible, les résultats de la politique économique. Une bonne partie des résultats... le chômage progresse, mais les entreprises ont retrouvé leur marge. Oui, le petit bout de croissance qu'on a, 1,2 ou qu'on aura cette année, il est essentiellement dû à des éléments extérieurs, plus qu'à des éléments intérieurs. Vous voulez dire la baisse de l'euro, la baisse de l'euro, les taux d'intérêt, la facture pétrolière, etc. Qui n'a jamais été aussi bas grâce à la Banque centrale. Oui. C'est plus ça qui génère de la croissance qu'autre chose. Bon, mais je rappellerai que sur 3 ans cumulés... réorientation des aides. C'est un des éléments. Sur 3 ans, on cumule le CICE plus le pacte de responsabilité, ça fait 100 milliards d'euros. Vous vous rappelez du PINS de M. Gattaz, là 100 milliards d'euros à million. Les 100 milliards, ils vont les avoir sur 3 ans. Cumulé. Le PINS, il ne le met plus d'ailleurs, parce que le million d'emplois, on ne l'a jamais vu. Là, il est comme son père, quand il avait promis il y a 25 ans 400 000 emplois, on ne les a jamais vus non plus. Donc, c'est pas qu'il n'y ait des aides aux entreprises, on ne conteste pas. Mais vous voulez des contreparties réelles en termes d'emploi? Oui, mais ça veut dire qu'il faut que ce soit d'emploi ou d'investissement, il faut que ce soit des aides ciblées. Il faut que ce soit des aides ciblées. Ça fait une espèce de contrat entre l'aide publique et le résultat et l'entreprise. Ça existe dans certaines régions. Des régions le font. L'État pourrait s'en inspirer plutôt que d'arroser largement. Directement donc au Premier ministre. Ah, mais c'est pour la première fois. Bien mais sûr. Bon, et là, vous avez le président de la République et le Premier ministre de lui dire quoi alors? Il faut recibler, évaluer sérieusement toutes les aides publiques et les recibler. Quand vous avez des multinationales, on parlait de rémunération tout à l'heure, des présidents, mais quand vous avez des multinationales qui réalisent 5-6 milliards d'euros de bénéfices, croyez que ce soit utile qu'elles perçoivent 170 ou 180 millions au titre du CICE? Je pense pas, moi. Ça pourrait être utile à autre chose. Alors, à propos des aides que le gouvernement multiplie ces derniers temps, on ne va pas parler, bien sûr, d'une aide pour les fonctionnaires avec le relèvement du point d'indice, mais enfin, il y a les plans de sauvetage de l'agriculture, il y a la garantie jeune, etc., il y a le plan formation. À chaque fois, le gouvernement dit toutes ces dépenses nouvelles vont être gagées, compensées par des économies. Est-ce que c'est une règle qui vous convient? Non. Non, ce n'est pas une règle qui convient, parce que qui dit économie, on va les prendre où, les économies? Si c'est dans les emplois d'une manière générale dans la fonction publique, il y a déjà beaucoup d'endroits où il y a des problèmes, que ce soit aux finances, que ce soit dans les douanes, que ce soit dans l'inspection du travail, enfin, dans les hôpitaux, etc. Donc on va les prendre où? On va à nouveau réduire les dépenses d'investissement public. Je rappelle que les collectivités territoriales, c'est 70% de l'investissement public. Il y a déjà des chutes dans les investissements, avec un impact sur l'emploi dans le secteur privé. Donc, de dire on va faire de dépenses nouvelles, parfois pour des motifs plus ou moins électoraux, on sent qu'il y a des élections qui arrivent l'année prochaine, et en même temps dire on va réduire ailleurs, j'attends de voir où. Mais la réduction des dépenses publiques et sociales, c'est une erreur de fond, puisque ça, au-delà de ça crée des inégalités, en plus ça plombe la croissance. Alors vous contestez donc les améliorations des finances publiques en matière de dette et de déficit. C'est vrai qu'on reste néanmoins à un niveau record, particulièrement en Europe. Ça c'est un point... Je voudrais remarquer d'ailleurs qu'on ne parle toujours que du déficit budgétaire. Les fameux 3%, et on ne parle très peu de la dette publique qui, elle, continue à exploser. Et notamment depuis 2008, depuis la crise, parce qu'on a transféré de la dette privée vers de la dette publique. Ce qui fait que si demain, ce que personne ne peut souhaiter, il y a une nouvelle crise financière, qui paiera? On ne pourra plus transférer sur la dette publique. Alors, même si vous contestez donc ces améliorations qui sont revendiquées par Bercy, certains, à gauche notamment, évoquent l'existence d'une mini-cagnotte. Quel est votre point de vue là-dessus? Non, c'est parce qu'on avait dit que ce serait 3,8 ou 3,7 et ce sera 3,5. Ouais. Je crois que c'est peanuts, si vous voulez. C'est pas ça le problème. Ça ne vous donne pas envie de revendiquer plus? Je veux dire, l'idée qui circule à gauche qu'il y a une mini-cagnotte
De 6 milliards d'euros. Certains jugent que c'est aberrant d'en parler même. Revoir l'orientation de la politique économique. C'est ça que nous réclamons depuis longtemps. Alors, autre question sur le prélèvement à la source, Oui. qui est en chantier à Bercy, vous le savez. Vous êtes pour, vous? Non, on n'était pas pour. On n'était pas pour, on ne comprenait pas l'utilité de faire ce prélèvement à la source. Pourquoi? Parce que vous avez près de 70% des ménages qui sont mensualisés aujourd'hui. Donc, pourquoi pour 30% restants, d'une certaine manière, faire ça? Bon, on a rencontré M. Sapin et M. Eckert la semaine dernière. Ils nous donnent des garanties, par exemple, sur le fait que l'employeur n'aura pas connaissance de la situation familiale. Voilà. Parce qu'on va continuer à faire ces déclarations. Il y a des assurances qui ont été apportées, l'employeur ne connaîtra que le taux d'imposition. Oui, qui peut varier selon les ménages, etc. Ça ne vous rassure pas totalement? Le problème, c'est après, tout n'est pas réglé. Comment on fait pour les salariés multi-employeurs? On ne sait pas trop pour le moment. Comment on fait pour ceux qui ont des services à domicile, personnes avec les CESU, les chèques emploi-service? Ce n'est pas réglé non plus. Comment on fait pour les indépendants? Pour faire aussi du prélèvement direct à la source, sur quelle base, etc. Parce que si on traite différemment les uns et les autres, il y a un risque d'inconstitutionnalité. Donc, y compris techniquement, c'est pas gagné. Il y a encore beaucoup de choses à faire, et on n'a pas abordé volontairement avec le ministre le côté le travail des fonctionnaires des finances. Il abordera ça avec la fédération de fonctionnaires, mais c'est un des aspects également. Donc tout n'est pas réglé. D'accord. Est-ce que pour vous, cette réforme... Il faut faire attention aussi que 2017 ne soit pas utilisé par certains, je ne pense pas aux salariés là. Puis comme il n'y aura pas d'impôt direct sur 2017 pour faire une opération d'optimisation fiscale. Bien sûr. Là, paraît-il que Bercy réfléchit à cela aussi. Oui, il faut réfléchir vite. Instaurer des garde-fous pour ceux qui voudraient en profiter, les petits malins. Mais est-ce que ce prélèvement à la source est le prélude, selon vous, à une réforme d'envergure qui verrait la fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG, qui frappe les salaires et qui deviendrait progressive? Est-ce que ça, c'est un sujet d'inquiétude pour vous? Oui, c'est un sujet d'inquiétude parce qu'on considère que ça peut être une première étape. Alors pour le moment, Michel Sapin nous dit on n'est pas question, on est contre. Bon, ok, mais ça peut être une première étape et nous, on est contre cette fusion. C'est une idée qui a cours à gauche, oui, vous savez. Bien sûr, oui, mais l'avantage de la CSG, qui est un impôt, l'avantage de la CSG, c'est que c'est un impôt fléché. Ça va vers la protection sociale. Si c'est fusionné dans un autre impôt, je m'inquiète pour le financement de la protection sociale. Donc là aussi, vous avez des craintes. Oui, tout à fait. Bien. Fin de la première partie de cette émission. Jean-Claude Mailly, on va parler maintenant de la réforme du droit du travail que le gouvernement veut donc mener à bien. Un texte de compromis, diversement apprécié, c'est le moins qu'on puisse dire, après les concessions qui ont été faites à certains syndicats il y a quelques semaines. Avant d'accueillir Marc Préel de l'agence France Presse, qui vous demandera donc si vous croyez encore possible de faire barrage à cette loi El Khomri, eh bien on écoute la ministre qui était devant les députés il y a quelques instants. Mais je résumerai la philosophie du texte avec l'équation suivante. Aucune souplesse ne sera possible sans négociation. Et puisque les entreprises ont besoin de souplesse, la négociation débouchera sur des accords équitables. Ces accords devront recueillir l'assentiment des organisations représentant la majorité des salariés, ce qui est une grande avancée même si elle suscite parfois des craintes de blocage. Bonsoir Marc Préel, de l'agence France Presse. Donc votre question sur cette loi âprement débattue. Peut-être commencer par rebondir sur ce que dit la ministre. Elle dit finalement, avec cette loi, on renforce la négociation. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Non. Ça ne me parle pas en sens où c'est faux. C'est tout simplement faux. Mais j'ai essayé d'expliquer maintes et maintes fois à Mme El Khomri ce qu'était la hiérarchie des normes. Visiblement, ça rentre pas, ou je me suis mal expliqué, ou elle n'a pas compris. Faut bien comprendre que c'est la philosophie générale du texte. C'est ce que nous contestons. C'est un des points que nous contestons. On est en train de glisser d'un système que je qualifie, moi, républicain, au sens où on assure un minimum d'égalité de droit par des négociations de branche au niveau national, vers un système où on donne la priorité à l'entreprise comme niveau de négociation. Résultat de ça, et je l'ai expliqué 10 fois, 20 fois, mais bon, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Les pays qui ont fait ça, l'Espagne par exemple, 4 ans après, qu'est-ce qu'on constate ? De 12 millions de salariés couverts par des conventions collectives, on est passé à 7 millions. Prenez le Portugal, c'est la même chose. Vous prenez l'Allemagne, on est descendu à 60% de couverture conventionnelle. C'est une logique qui est une logique libérale au sens économique. Vous allez encore plus loin en disant c'est une logique anti-républicaine. Ah bah oui, parce que la République, liberté, égalité, fraternité, c'est assurer l'égalité, c'est quoi l'égalité républicaine? C'est assurer un minimum d'égalité de droit. Un minimum, c'est pas l'égalitarisme. Comment on assure ça en termes de travail? On assure ça par des conventions collectives nationales. Dans la métallurgie, la chimie, la banque, vous avez des règles qui s'appliquent dans l'ensemble du secteur. Après, on peut négocier
dans l'entreprise. Là, sur toute une série de points, en matière de durée du travail, la branche saute. On passe directement à l'entreprise. Prenez les heures supplémentaires. Demain, dans une entreprise, on pourra dire, bah allez, sous pression de l'employeur, parce qu'il y aura un problème, on paiera les heures sup, les premières à 10%, et l'autre à côté dira, bah non, moi ce sera 12, et après ce sera 15. Donc on va accroître les inégalités. C'est déstructurant. Hein, la France est le premier pays au monde en termes de couverture conventionnelle, grâce à notre système. Le gouvernement a quand même déjà pas mal reculé. La CFDT finalement soutient prudemment le la texte. CFDT, ce sont ce qu'on appelle des coucous. Vous savez ce que c'est les coucous? C'est ceux qui vont... Racontez-nous. Les coucous, c'est ceux qui vont dans le nid des autres pour pondre leurs œufs. Hein, bon, alors, s'il y a eu... Le front syndical, là, c'est la guerre. Là. Oui, parce que moi, quand on m'attaque, je réponds. Hein, il va vous attaquer, vous attaquer. Alors, attendez, c'est pas ça, mais... je lui donnerai la parole après. Ce que je veux dire par là, il y a eu quelques petits reculs pour le moment. Mais la philosophie générale n'a pas changé et il y a encore toute une série de points très lourds, très importants, qui sont condamnables et qui constituent des régressions sociales. C'est pour ça que... Vous savez, quand je dis au Premier ministre, au nom de FO, il y a quelques semaines, au début du débat, quand ça montait, suspendez votre projet de loi. Il me dit un report, c'est une suspension. Je dis non, c'est pas la même chose. Un report, vous décalez de 15 jours. Une suspension, vous mettez pas de calendrier. Ce n'est pas pour le statu quo, il faut que les choses évoluent. Mais au moins qu'on discute de tout, qu'on mette tout sur la table. Il y a un refus. À partir de là, ce qu'on veut, c'est effectivement, on se mobilise pour retirer le projet de loi. Alors mobilisation, justement, c'est jeudi. Ouais. Vous pensez que vous serez combien dans la rue? On rappelle, vous étiez entre 250 000 et 500 000. Oui, entre la police et les manifestants, les organisateurs. Je ne sais pas combien on sera. Plus nombreux? Oui, je pense qu'on sera plus nombreux. Moi, je mesure ça en tous les cas, ce qui me remonte au sein de Force ouvrière, des départements, des entreprises, etc. Il y a parfois des entreprises qui se mobilisent pas beaucoup et qui là sont prêtes à se mobiliser. Il y a des arrêts de travail qui sont déposés. Donc je pense qu'on sera nombreux, oui. Et si on est nombreux, et dans tous les cas de figure, il y aura une suite. Et du côté des jeunes, on a vu que le mouvement étudiant la semaine dernière s'était un peu essoufflé. Est-ce que là, oui, mais c'est logique, si vous voulez. On s'attendait à ce qu'il y ait un petit essoufflement, enfin du côté des étudiants. C'est pas nous qui décidons pour les étudiants. Toutes les semaines, ça rythme un mouvement, mais vous verrez, je pense que le 31, ils seront nombreux dans la rue. C'est du cynisme de faire appel à la jeunesse, selon Emmanuel Macron, hein, puisque vous ne les protégez pas. Il l'a dit, oui, car... il est drôlement vieux, dis donc. Ah oui, parce qu'il l'a dit, vous avez vu à Cannes il y a quelques semaines, on ne protège pas les jeunes au travail avec ce genre de manifestation, on les protège du travail. Oui, non, mais enfin, ça c'est des formules. Écoutez, Emmanuel Macron, c'est un libéral. Donc lui, il croit, la loi va pas assez loin pour lui. Donc s'il croit que les jeunes de l'UNEF ou les lycéens, ils ont des consignes qu'ils reçoivent de je ne sais qui, ils se plantent, c'est tout. Qui regardent la vie, c'est tout simplement, ils se décident tout seuls, ils n'ont pas besoin de nous. Alors puisqu'on parle d'Emmanuel Macron, est-ce que sa grande théorie à lui, de dire finalement en France, on défend les gens, ce qu'il appelle les insiders, les gens qui sont protégés, qui ont un CDI, etc., face aux outsiders, les précaires, les chômeurs, etc. Et on a construit un système qui favorise les gens qui sont à l'intérieur. Et dehors, il fait froid et finalement, il y a une injustice dans ce système. C'est un truc de vieux, ça. Hein. Il y a longtemps qu'on parle de ça, hein, les insiders, les outsiders. Oui, attendez, quel est le problème? Pourquoi il y a autant de contrats de travail en France? Pourquoi il y a autant de formules de contrats à durée déterminée? Qui les a demandés? C'est pas les syndicats. Qui est des CDD, des remplacements inéluctables? Ça, c'est tout à fait. Mais la multiplication, y compris des CDD courts, c'est les employeurs qui ont demandé ça. Alors c'est quoi la solution? C'est de fragiliser le CDI en disant on aura moins de CDD. C'est la même logique que ceux qui disent pour pouvoir embaucher demain, il faut déjà licencier aujourd'hui. Moi, je conteste cette logique-là. D'abord, elle n'a aucune preuve. Personne ne nous a sorti une étude fiable disant voilà, ce type de solution, voilà, ça crée des emplois. Même l'OCDE, qui a fait une étude approfondie, constate qu'on ne peut pas faire un lien entre plus de flexibilité et de précarité. Ce sont les patrons qui le disent. On sera plus enclin à embaucher si on se sent plus les mêmes qui mettent 1 million, et puis etc., puis on sait ce que ça donne. Bon. Hein, mais moi, j'ai toujours dit, et ça je comprends, le chef d'entreprise, TPE, PME, qui se posent des questions, etc. Mais on peut répondre à ça d'une autre manière que de dire on va flexibiliser les contrats de travail. On peut encore améliorer les procédures de conciliation. Je rappelle que les ruptures de contrat de travail, il y en a quand même pas mal, y compris des CDI, qu'il y a les ruptures conventionnelles, et puis que les organisations patronales fassent leur boulot, qu'elles conseillent les entreprises, comme nous, on conseille les salariés. Alors vous préférez peut-être la position de François Rebsamen, qui a exprimé ce matin des réserves sur le texte. Il a même dit que s'il était encore rue de Grenelle, il n'aurait pas accepté de porter le texte. Est-ce que vous vous réjouissez de ce soutien ? C'est un soutien timide, hein. C'est un soutien timide. C'est pas très gentil vis-à-vis de son successeur quand il dit ça, mais ça, et qu'il se débrouille avec elle. Enfin, il dit qu'il n'attend pas de miracle de la loi. Oui, non, mais qui peut prétendre aujourd'hui que cette loi va créer des emplois? Moi, je pense qu'elle va en détruire des emplois dans un premier temps, cette loi.
Je pense qu'elle va plus en détruire qu'autre chose. Donc, mais c'est pas que quelques points ici ou là qu'il faut corriger. C'est la philosophie générale de la loi qu'il faut remettre en cause. Quand la ministre parle de négociation, enfin, privilégier l'entreprise, c'est là où la pression est la plus forte sur les salariés. Chaque fois qu'il y aura une entreprise qui aura une difficulté, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah ben, vous acceptez d'aller payer 39 heures, payer 35, ou de baisser vos salaires, etc. Vous n'êtes pas d'accord, vous êtes licencié, même plus pour motif économique, pour motif personnel. Voilà ce qu'il y a dans cette loi. Ce que nous avions obtenu du Parlement en 2013, que ce soit toujours un licenciement économique, ça saute dans le projet de loi. Non, mais toutes les mesures de souplesse, c'est ce que répète Myriam El Khomri, se feront avec l'accord des syndicats. L'accord des syndicats sous pression, quand il y en aura, et puis après, si on n'arrive pas à avoir 50%, on fait un référendum. C'est ça que ça veut dire. Vous imaginez, dans une entreprise, les deux syndicats qui représentent 32% signent un accord. On leur donne 8 jours pour essayer de convaincre les non-signataires. 8 jours de bordel dans la boîte. Et après, s'ils n'ont pas trouvé, vous avez l'organisation possible d'un référendum. Ça veut dire à nouveau conflit dans l'entreprise entre les non-signataires, les signataires et les salariés. En termes de dialogue social et de paix, c'est bien foutu. C'est pas un facteur de démocratie syndicale, le référendum en entreprise ? Non, pas plus que c'est un facteur de démocratie politique au Parlement. C'est pas un acte de confiance envers les syndicats. Non, c'est un élément de court-circuitage des syndicats. Alors je vous propose d'écouter le chef des coucous, selon votre expression il y a quelques instants ici, Laurent Berger de la CFDT, donc syndicat réformiste qui a contesté au départ. Pas réformiste. Alors c'est comme ça syndicat réformateur. Syndicat réformateur. Oui, de l'autogestion à la cogestion, ils veulent toujours participer au pouvoir. Mais vous, non. Parce que vous ne dites pas non à tout. Non, je ne dis pas non à tout, mais réformiste, c'est pas. Enfin, la différence, c'est que nous, on ne veut pas participer à la gestion. Syndicat réformiste, et qui avait donc contesté au départ la réforme El Khomri, avant de se rallier au texte, Marc le rappelait, et qui a donc des mots très durs vous concernant. On l'écoute. Je n'ai jamais eu ma carte au Parti socialiste, contrairement à d'autres leaders syndicaux. Et je ne connaissais pas. Qui, par exemple Jean-Claude Mailly, par exemple. Et je ne connaissais pas. Et je dis pas que je le critique pas. Faux, donc. Mais c'est un fait. Et je le dis, je ne les connaissais pas avant d'arriver parce que ma seule boussole, ma seule ambition, c'est d'être le porte-parole des salariés et de leurs intérêts. Je ne suis pas achetable, je ne suis pas acheté et je ne me vends à personne. Alors, petite question, Jean-Claude Mailly, est-ce que vous êtes toujours au Parti socialiste ? Mais attendez, je ne l'ai jamais caché. Alors je suis ni achetable ni acheté non plus, parce que si j'étais un soldat du Parti Socialiste, je ne serais pas dans cette position, je prendrais la position de Laurent Berger sur la loi. Vous êtes plutôt frondeur, en fait. Non, même pas. Je suis syndicaliste. Comme mes prédécesseurs, qui avaient cette carte aussi, que ce soit Bergeron, que ce soit Blondel. Voilà, maintenant je ne m'en mêle pas. C'est mon droit à titre individuel, je ne m'en cache pas parce que c'est pas secret. Et ceci étant, ça ne m'empêche pas. Et comme disent certains au gouvernement, c'est toi qui nous emmerde le plus. Ben oui, c'est une preuve d'indépendance syndicale. Qui vous dit ça, donc, en ces termes Tous. Non, peut-être pas tous, mais bon. Mais vous savez, on n'a pas besoin d'avoir une carte au Parti Socialiste pour être d'accord avec le gouvernement. Regardez Laurent Berger. Alors le gros chantier en parallèle de cette loi, c'est les négociations sur l'UNEDIC. Oui. Là, finalement, on n'a pas trop avancé puisque on a surtout parlé ces dernières semaines du statut des intermittents. Il y a des propositions, il y a un accord qui se dessine entre le MEDEF et la CFDT, et puis il y a des propositions pour que l'État paye une partie des économies qui devaient être faites. Est-ce que c'est un modèle que vous approuvez ? Est-ce que vous pourriez soutenir cet accord ? Non, on ne signera pas ce morceau d'accord, que les choses soient claires. Qu'il faille faire des économies, etc., on est d'accord. On est prêt à discuter là-dessus. Mais pas à la hauteur de ce que veut le patronat et la CFDT apparemment. Parce que si ça va jusqu'à 185 millions sur 2 ans, plus 185 millions sur les 2 années qui suivent, alors que c'est même pas dans la période de l'accord, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que demain, il n'y a plus d'annexe 8 et 10. Que c'est équivalent au CDD. Donc ça veut dire qu'on remet en cause ces annexes 8 et 10. Et en plus, dans un régime paritaire, géré conjointement patronat-syndicat, c'est nous qui appelons l'État à la rescousse. Et demain, on va demander à l'État qui siège aussi à l'UNEDIC. Donc c'est remettre en cause le paritarisme. Alors si c'est ça, on ne signera pas. On ne signera pas cet accord à 185 millions. On était prêt à avancer, mais nous, on ne veut pas demander de l'argent à l'État. Je rappelle que l'État doit mettre 100 millions dans un fonds, non pas pour le chômage, mais pour l'emploi, ce qui est un élément important. Alors maintenant, ces choses sont claires. S'il y en a qui veulent signer ce truc, ils signeront ce truc, et puis on verra ce que ça donne derrière. Faire les économies vous-même, en fait. C'est ça que vous dites. Oui, mais dans tous les cas de figure, il y a des économies à faire. Et on est prêt à regarder les choses. On est prêt à regarder autour de 100 millions d'économies, mais pas sur 2 ans. Mais pas, ça se discute, ça, on est prêt à discuter là-dessus. On l'a dit clairement, on a même fait des propositions en la matière. Mais là, 185 millions, enfin attendez, on a un MEDEF qui se radicalise, qui veut faire pression, y compris sur le gouvernement, par rapport à la loi, par rapport... C'est son problème. Bon, que des syndicats suivent, c'est leur problème. Mais sinon, sans nous, si c'est ça.
Bon, et puis derrière, on va arriver dans le dur des négociations de l'UNEDIC, c'est-à-dire le cas de tous les salariés du privé. Est-ce qu'il y a une proposition qui est d'instaurer la dégressivité des allocations chômage? La CGPME, côté patronat, propose ça. Ouais, le MEDEF n'en parle pas hors pour de le question moment. pour vous. Le MEDEF n'en parle pas pour le moment. Les premiers à en avoir parlé, c'est le gouvernement, je vous rappelle, qui a dressé cette piste. Non, d'abord parce qu'on a un peu de mémoire. Ça a été fait. C'était Jean-Marie Le Guen qui était à votre place il y a effectivement quelques mois maintenant. Mais il n'est pas ministre du Travail, Jean-Marie Le Guen. Mais il avait abordé le sujet. D'ailleurs. Il avait allumé la mèche en tous les cas. Oui, mais il fait que ça, allumer des mèches. Bon. Ceci étant, dans les années 90, on avait utilisé ce système, ça n'a pas marché, on l'a arrêté. Bon. Alors, par contre, il y a des choses à faire. Nous, on va reproposer un système qu'on appelle de bonus-malus. C'est pas simplement une question financière, c'est pour changer le comportement des employeurs, pour limiter, ça veut dire par rapport à l'utilisation de l'intérim et des CDD. Si une entreprise abuse des CDD par rapport à une moyenne qu'on peut calculer branche par branche, elle paye plus cher de cotisation d'assurance chômage. La surtaxe. Oui, c'est une surcotisation. Et si elle se comporte mieux, elle a un bonus, elle paye moins. Mais il faut changer le comportement des entreprises. Le problème, c'est que beaucoup d'entreprises ont trop facilement recours à des CDD très très courts, de 15 jours, 1 mois. C'est ça qu'il faut dissuader. Raccourcir la durée d'indemnisation des plus de 50 ans, ça c'est aussi une des pistes. Est-ce que... Vous avez une partie des plus de 50 ans. D'ailleurs, quand vous regardez l'évolution de la statistique du chômage, la seule catégorie pour laquelle ça n'a jamais baissé, c'est ce qu'on appelle les seniors. Donc ça continue à augmenter mois après mois. Et le chômage de longue durée augmente. Et de plus en plus, comme l'âge de départ à la retraite recule, vous avez de plus en plus de seniors qui ont épuisé leur droit à l'assurance chômage et qui basculent aux minima sociaux. Bon, en ASS ou RSA. Si on recule l'âge, ça veut dire qu'on va accélérer ça. Je ne pense pas que dans une situation... 6 millions en gros de demandeurs d'emploi, plus une part croissante de seniors, on peut jouer à ça. Mais on dit que c'est un frein justement au retour au travail des seniors, des plus de 50 ans. Ça, vous n'y croyez pas? Oui, parce que ce sont des feignants, les plus de 50 ans, donc ils ne cherchent pas du boulot, ils préfèrent être indemnisés. C'est ça, on connaît. Quand vous avez autant de chômeurs que ça ne tient pas ce type de raisonnement. C'est pas tout de former les gens, il faut les former, il faut améliorer le chômage, mais à la fin, il faut des emplois qui se créent. Parce qu'une formation sans emploi, ça sert pas à grand-chose. Vous savez, il y a des secteurs où ça marche, y compris avec des CDI. Vous prenez des secteurs artisanaux comme la boucherie, par exemple. Ils forment en reconversion, y compris des gens qui ont une quarantaine d'années qui vont se reconvertir. En 1 an en alternance, 90% ont un CDI à la sortie. On voit que c'est dur de parvenir à un accord. Vous pensez que c'est possible avant l'été? C'est possible, oui, c'est toujours possible. Si on n'a pas un patronat jusqu'au boutiste, des organisations syndicales qui acceptent tout, si on peut avoir quelque chose de correct, oui, moi j'espère qu'on va trouver quelque chose de correct. Mais comme toujours, quand on est d'accord, on signe. Quand on n'est pas d'accord, on ne signe pas. Ça, on ne le sait pas avant. Est-ce que vous espérez mobiliser, donc on l'a entendu jeudi dans la rue, est-ce que vous espérez en quelque sorte amalgamer les oppositions avec les intermittents du spectacle dont vous avez pris la défense il y a un instant? On n'en est pas là pour le moment. Non, mais vous y pensez? Attendez, moi, écoutez, c'est pas moi qui ai fixé la loi El Khomri, le calendrier. C'est la négociation assurance chômage. Elle devait démarrer là. C'est pas nous qui avons demandé. Donc ces oppositions vont se rejoindre. On verra. Écoutez, moi, j'en sais rien pour le moment. On va voir ce que ça va donner. On ne vous fait rien contre, on a compris. Non, mais là, pour le moment, maintenant, c'est aux professionnels du secteur, chez les intermittents, patronat et syndicats, de se prononcer. On va voir ce qu'ils vont dire également. Peut-être juste sur la suite du mouvement. Est-ce qu'il y a d'autres dates qui sont déjà il y a des dates qui circulent. Elles ne sont pas arrêtées avril, encore. Ou... Oui, on ne va pas attendre le mois de mai. Ça, c'est évident. Je vous rappelle que c'est début en commission début avril, à l'Assemblée début mai, donc la pression, on va la maintenir. Voilà, donc on verra si effectivement il y a plus de monde jeudi que la dernière fois dans les rues. C'est ce que vous nous avez annoncé. Oui, je pense qu'il y aura plus de monde. Oui. Je suis optimiste. Vous êtes optimiste. Une question sur la reconnaissance du fait religieux. Oui. Dans les entreprises. Finalement, cette reconnaissance ne figurera pas dans la loi El Khomri, mais va servir sans doute d'inspiration à la refonte du Code du travail. Est-ce que ça vous inquiète? Oui, mais bien entendu, on a eu 1 ou 2 problèmes, notamment à la RATP, où mes camarades ont refusé certaines adhésions parce qu'elles répondaient à une logique communautariste. Ceci étant, nous, on a une position depuis toujours qui est claire là-dessus. Dans l'entreprise, comme dans l'administration, l'entreprise ou l'administration, ce n'est ni un lieu d'expression politique, ni un lieu d'expression religieuse. Concernant la religion, ça s'appelle la laïcité. D'accord, mais y compris dans les entreprises qui sont des lieux privés, contrairement aux administrations publiques. Pour nous, l'entreprise n'est pas un lieu différence. d'expression politique Donc, pas de différence. ou un lieu d'expression religieuse. Voilà, c'est un lieu d'expression économique, sociale, mais ce n'est pas autre chose.
Merci encore, Marc Préel. Michael Zamès arrive maintenant pour la troisième partie de Preuve par 3. Michael qui va vous soumettre cette affirmation donc de Manuel Valls. Le retour de la droite serait synonyme de rupture de notre modèle social en 2017. Vous allez pouvoir nous dire si vous partagez cette opinion. En tous les cas, cette idée de rupture renvoie bien sûr à Nicolas Sarkozy qui a livré ce commentaire il y a quelques jours sur la démocratie sociale. Moi, je suis très heureux que les centrales syndicales se soient bien comportées en 1945. Enfin, nous sommes en 2016. C'est pas parce qu'on s'est bien comporté en 1945 qu'on est réputé représentatif en 2016. Écoutez, la réforme des retraites, pourquoi on a réussi la réforme des retraites avec Éric Woerth? Pour une raison simple, c'est qu'aucun syndicat n'a signé avec nous. Ah ben ça, c'est parfaitement... Donc on n'a pas eu à faire de compromis. Donc on n'a pas dû payer, entre guillemets, pour avoir la réforme. Et c'est pour ça que la réforme rapporte 22 milliards par an. Donc il faut bien changer le paradigme de la démocratie sociale. Sinon on n'en peut plus. Et c'est ça qui bloque. Bonsoir, Michael Zamès. Bonsoir, Michel. Il oublie complètement. Bonsoir, Jean-Claude Mailly. Oui, bonsoir, excusez-moi. Non, je réagis. Bien sûr, on attend que ça. Deux choses. D'une part, on n'a pas à signer parce que c'est une loi. Et donc une loi, ça ne se signe pas, ça ne se négocie pas, ça se concerte, premier élément. Deuxième élément, il a oublié que sous sa responsabilité de président de la République, il y a une loi sur la représentativité syndicale. Donc il faut lui rafraîchir la Donc les hostilités sont ouvertes en vue de 2017. Si Nicolas Sarkozy revient, vous n'existez plus. Oui, non, mais attendez, ça, moi je ne suis pas, j'ai pas lu son attendez bouquin. ça, vous écoutez. Oui, non, mais là, je réagis à ce que j'entends. Bien sûr. Moi, j'ai pas lu son bouquin, etc. Vous savez, on n'en est pas là pour le moment. Hein, et moi, nous, on ne On en parle jamais des donné... propositions Non, sur mais les fonctionnaires. On n'a jamais donné de consigne de vote. Et on ne donnera jamais de consigne de vote. C'est pas ce qu'il dit là encore. L'ancien chef de l'État, il l'a dit lors de son présentation à la Fondation Concorde qu'on vient de voir. Preuve que Force Rouillard a donné une consigne de vote, il aura bien du mal à trouver. Alors Jean-Claude Mailly, quand vous entendez le Premier ministre Manuel Valls dire si la droite est élue en 2017, c'est la rupture du modèle social tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est le cas, selon vous? Il a déjà pris un coup dans le nez, le modèle social. Hein. Donc il a été touché là aussi, là, le modèle social. Oui, attends, attendez, là, quand on regarde, y compris, tenez, avec ce projet de loi, quand je disais tout à l'heure que et je l'ai dit au Premier ministre, pour moi, c'est une rupture, ce projet de loi. Je ne parle pas de rupture politique, je parle d'une rupture dans la manière dont les négociations sont menées dans notre pays. C'est une rupture, y compris avec une conception de la République sociale. Une rupture du modèle social. Oui. Bien sûr, parce que je vous rappelle que... Qu'est-ce que vous a répondu Manuel Valls? Parce que dans ses discours, il dit avec la droite, ce serait pire. Il vous a dit la même chose? Non, il ne m'a pas dit ça. C'est ce qu'il dit dans ses meetings. Moi, il ne me l'a pas dit, mais bon, écoutez, c'est retenez-moi, je vais faire un malheur, mais on n'en est pas là. Accepter, ça veut dire quoi? Accepter ce qu'on vous dit parce que ce sera pire demain. Oui, mais moi, je vis dans l'instant présent. Hein, je vis dans l'instant présent, et dans l'instant présent, on a un projet de loi qu'on conteste, dont on demande le retrait, parce qu'il remet en cause le modèle social. Si la France ne se réforme pas, dit-il, elle est condamnée à une rupture conservatrice, donc... Vous n'acceptez pas de bouger, donc vous êtes avec les conservateurs. C'est un peu ça si on pousse le. Si on pousse, c'est un peu. C'est un peu ça. Mais c'est un peu simplé quand même. Excusez-moi, c'est pas par rapport. Non, mais je comprends très bien. C'est un peu. Voilà, vous me soutenez ou ce sera pire demain. Mais moi, je vous crève un œil, sinon demain vous risquez d'en perdre deux. Mais même un œil, je vais le garder moi. Est-ce que vous craignez un retour de la droite, vous? Je me situe pas là-dedans. Franchement, je me situe pas là-dedans. Syndicalisme, on a nos positions, on a nos revendications, on a nos analyses. D'accord, mais vous regardez par exemple les programmes des différents candidats aux primaires. Pas encore. Alors, par exemple, François Fillon, il propose 500 000 fonctionnaires de moins. François Fillon, 500 000 fonctionnaires de moins. Nicolas Sarkozy, 300 000. Et c'est la course à l'échalote. D'accord. Oui, mais attendez, mais ça n'a aucun sens. Pardonnez-moi, qu'ils nous disent où ils veulent les retirer. Voilà, par exemple, quand vous dites... Bruno Le Maire, lui, par exemple, il dit les fonctionnaires territoriaux, on les arrête, on les supprime. Voilà. Et puis, alors, comment on fait avec la régionalisation? Comment on fait avec les transferts de compétences? Donc, facile. Avec le retour de la droite, ça serait la rupture du modèle, c'est ça? Mais non, c'est pas... Mais, attendez, mais ils sont... Enfin, au-delà de... C'est une course à l'échalote. Ils en rajoutent les uns et les autres. Bon, mais tous, ils en rajoutent les uns. Quand même, quand regarde la ligne économique générale, je parle bien de la ligne économique générale. Tenez, pour le pacte budgétaire européen, il a été négocié par Sarkozy, il est appliqué par Hollande. Hein. Bon, c'est quand même ça la réalité des choses. Donc il peut y avoir des variations, etc., mais la ligne, c'est la même. Après, ils peuvent en rajouter les uns et les autres. Mais moi, franchement, je n'ai pas lu les programmes des uns et des autres. Je ne participe pas aux primaires. Alors, Manuel Valls, je suis dans le temps, l'instant. Manuel Valls, il va un petit peu plus loin, il dit réformer... ne pas réformer ou le statu quo, c'est choisir la condamnation à la rupture. Vous êtes un résigné? Ah non, au contraire, j'ai tout le contraire d'un résigné, moi. Si on entend Manuel Valls, vous voulez pas bouger, vous voulez c'est pas la même chose que Berger, ils disent tous la même chose. Si on ne réforme pas, c'est le statu quo. Mais ils ont vu ça où? Ils vivent dans un monde binaire, c'est oui, blanc.
Non, il faut changer le code du travail. Peut-être parce que Il la faut le réforme est simplifier. nécessaire aussi. Oui. Mais c'est quoi une réforme? C'est remettre en cause des droits. Regardez l'histoire du référendum des 50%. Imaginez un seul instant que n'importe quel accord, à n'importe quel niveau, si c'est pour améliorer le droit, on n'a pas besoin des 50%, tout le monde signe. Si on introduit ces trucs-là, c'est pour remettre en cause des droits. Sinon, ça n'est pas utile. Alors, la réforme, c'est pas tout casser. La réforme, c'est un beau mot, la réforme. Mais depuis des années, on est en train de le détourner, de le remettre en cause. Oui, pour des réformes. Nous, on est partisans, on est réformistes, on est partisans de la réforme, mais pas pour tout remettre en cause à chaque fois. Donc ça ne peut pas être le statu quo. D'abord, ça bouge tout le temps, y compris le code du travail, il bouge tout le temps. Ce serait même peut-être pas si mal que ça, qu'à un moment donné, que ce soit en matière de travail, que ce soit en matière de fiscalité, on ait un peu plus de stabilité dans notre pays. Alors, vous êtes pour des réformes, vous le dites, même sans regarder le programme des différents candidats aux primaires de la droite, il y a une idée qui est partagée par le plus grand nombre, c'est de se passer de la négociation sociale en cas d'alternance en 2017, puisque tous proposent des mesures, les grandes réformes, par des ordonnances ou même des référendums. Est-ce que cela, ça vous inquiète comme syndicaliste? Oui, mais bien sûr. Alors, c'est pas un signe de démocratie. Ça, c'est comme le 49-3. Franchement, c'est pas un signe de démocratie. Si l'on voulait, on peut, à titre personnel, je peux penser que c'est pas syndical, que la Constitution, il faudrait la réviser d'une manière ou d'une autre. Bon, mais ceci étant, ou de faire des référendums, ou de faire du 49-3, de procéder par ordonnance, c'est des actes d'autorité. C'est pas un acte de démocratie, ni de dialogue social. Acte d'autorité, vous avez vu que Manuel Valls, il a un petit peu changé ces derniers temps, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Il fait de la pédagogie, peut-être que vous l'avez pu constater aussi lors de vos réunions bilatérales. C'est visiblement les vertus de la loi travail. Vous nous l'avez changé, Manuel Valls. J'aimerais bien. Mais c'est ça, c'est les mots, etc. Moi, ce qui m'importe, c'est pas les mots, c'est pas le comportement, c'est le contenu des textes. Quel que soit le Premier ministre, quel que soit le président. C'est sur le contenu qu'on travaille. Il n'a pas fait preuve de pédagogie avec vous sur cette négociation de loi? Avec vous, non, mais avec d'autres peut-être. On a évoqué les concessions, même si vous les contestez. C'est des petits reculs. Comment vous aimeriez le voir changer, donc? J'aimerais que lui qui se dit, et je le crois sincère, qui se dit républicain, qui parle souvent de la République, j'aimerais bien que sur le terrain social, il comprenne que la République, ça existe aussi. Vous parliez tout à l'heure d'Emmanuel Macron, le libéral, vous l'avez dit. Oui, c'est un libéral, il l'a Moi, je me rappelle qu'on s'est rencontrés au Salon de l'Agriculture. Oui, mais mais le bonhomme est sympathique. Avec le libéral, vous avez traqué avec l'ennemi. Mais attendez, moi je fais toujours la part des choses. Il y a deux mots essentiels dans le comportement des uns et des autres. Le respect et la confiance. C'est pas pour dire qu'on est d'accord. Quand on est en désaccord, ça c'est la démocratie. Mais c'est pas une raison, je vais pas lui taper dessus. Bon, le bonhomme, en plus, humainement, il est sympathique, on peut discuter, même quand on est en désaccord de fond, et ça nous arrive régulièrement. Mais respect et confiance. Par contre, ce que je ne tolère pas, c'est le manque de respect ou le manque de confiance, y compris à mon égard. C'est le cas, par exemple, de la CFDT, si j'ai bien compris, parce que depuis tout à l'heure, qu'est-ce que vous tapez sur les Je réponds, hein. Il attaque, moi je réponds. Hein. Le lien de confiance est cassé. Ah oui, depuis les retraites complémentaires, il est cassé. Moi, j'aime pas qu'on me raconte des histoires. C'est fini avec... pour le moment, on ne se parle pas, oui. Et avec la CGT, en revanche, là, c'est toujours l'amour fou. Non, c'est pour l'amour fou. Attendez, non, on va pas se paxer. Vous inquiétez pas. Quand je dis paxer les deux organisations, c'est pas possible d'ailleurs. L'histoire ne le permet pas. On est très différents les uns des autres. Là, on est dans une unité d'action. Ça pourrait être avec d'autres. Il y a d'autres organisations. Mais à un moment donné, c'est pareil, respect, confiance. D'accord. Vous avez aussi critiqué tout à l'heure Jean-Marie Le Guen pour toutes les mèches qu'il allume. Ouais. Le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement a dit récemment qu'il y avait trop de syndicats en France. Est-ce que c'est un avis que vous partagez, vous également? Écoutez, je parie qu'on avait fait une loi sur la représentativité pour ceux qui avaient accepté pour qu'il y en ait moins. Pour le moment, c'est pas réussi. Il y en a toujours autant. Mais attendez, moi j'ai toujours dit, c'est les salariés qui décident de leurs organisations. Maintenant, c'est pas la peine d'en faire une dizaine, quoi. Il y en aurait moins, ce serait peut-être pas plus mal. Mais c'est pas une loi qui change ça. Ce sont les salariés qui. Bien sûr. Jean-Claude Maillet, est-ce que vous comprenez ceux qui ont voté François Hollande en 2012 et qui disent maintenant, c'est fini, je me détourne et j'arrête? 2017 ou ailleurs, il est arrivé avec le Bourget et on a récupéré le CICE. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, c'est pour le CICE le pire en plus. Entre nous, le pacte de responsabilité, c'est pire. Les déçus, vous faites partie des déçus? Ah mais moi, vous savez pour qui j'ai voté, moi? Non, je ne sais pas, mais est-ce que vous faites vous avez une carte en poche quand même, on peut se demander. Vous n'en savez rien. Non, bien sûr, on ne sait rien. Vous n'en savez rien. Non, mais on ne va pas vous le demander puisque vous n'allez pas nous le dire. Non, je ne le dirai pas. Et en plus, c'est pas parce qu'on a une carte que voilà, ça n'a rien à voir, pas obligatoirement en tous les cas. Ah, ça serait quand même étrange d'avoir une carte du PS. Oui, pour le candidat du PS. Je défends l'indépendance. Enfin, à titre personnel, c'est mon problème, c'est pas. Mais à titre syndical, je défends et je pratique l'indépendance syndicale tous les jours. Et je vous assure que parfois, c'est pas simple. Et que peut-être que vous imaginez, tenez un résultat de présidentiel avec au deuxième tour
un candidat de droite ou de gauche, j'en sais rien, quelle que soit l'étiquette, et le Front National. Et alors, Alors, vous ouais. hésitez là On n'est plus en 2002. Hein. Je rappelle qu'en 2002, on n'avait pas donné de consigne de vote, nous. C'est pas moi qui étais secrétaire général. Mais j'avais appuyé cette position. Parce que Donc vous n'en donnerez pas en 2017 non plus? dans aucune façon. On dira ce qu'on a à dire sur les positions, etc. Parce que je vous rappelle que ça fait 3 ans. 3 ans que j'explique régulièrement, et je l'ai dit au président de la République, je l'ai dit à plusieurs reprises, que la logique d'austérité ou de rigueur, on appelle ça comme on veut, c'est suicidaire socialement, remet en cause des droits, économiquement, ça plombe la croissance, et démocratiquement. Donc vous laisserez faire? Et que j'ai... Non, c'est pas que je laisse faire. Si moi, je me bats. Hein, et quand j'ai dit au président de la République à la conférence sociale que l'une des raisons du montée en France comme ailleurs, parce que quand je discute avec mes collègues européens, vous avez ça dans les pays nordiques, vous avez ça en Belgique, vous avez vu ce qui s'est passé ce week-end en Belgique. Bon, l'essentiel pour nous, des raisons, c'est quoi? C'est la situation économique et sociale en France comme ailleurs. Donc si l'on... on est tous d'accord sur Oui, les non, raisons mais non, on n'est qui- pas tous qui- d'accord. qui Parce que dopent quand je dis ça les au voiles du président de la Front National. République, lui me répond non, c'est essentiel, c'est un problème identitaire. Vous voyez qu'on n'a pas la même analyse. D'accord, mais donc si effectivement il y a un duel entre le Front National et un candidat de gauche ou de droite, Parce que vous ne prendrez pas position en 2017. nous dirons ce que nous avons à dire Mais ça sur veut les dire quoi? positions. On ne donne pas de consigne de vote formelle consigne comme on de l'a vote. fait en 2002. Et je vous assure, vous savez, être indépendant, c'est pas simplement un coup de temps en temps pour faire plaisir. L'indépendance syndicale n'aime pas donner de consigne de vote. C'est aussi dans les moments où c'est pas si D'accord. facile. Mais là, vous que ça. n'arrêtez pas de parler des valeurs de la République depuis le Oui, début bien de cette sûr. émission à propos de la loi travail, et vous nous dites qu'en cas de duel entre le Front Je National dirais- et un parti dit On républicain, dira donc ce vous qu'on a ne direz à- rien. On dira Si, ce vous qu'on direz a à quoi, dire alors sur les positions, Sans comme on l'a prendre fait en position, 2002, mais on n'aura sans pas appeler. de consigne de vote formelle. non. D'abord, à quel titre un syndicat donne une consigne de vote? Les gens, ils font ce qu'ils veulent dans l'isoloir. Et les gens, ils Après, font si ce on qu'ils en veulent dans les arrive là... syndicats? Dans notre organisation, on ne demande jamais, oui, ils font ce qu'ils veulent. Oui. Dans leur vote politique, oui, c'est les citoyens qui votent, c'est pas En l'adhérent. 2014, et là je Oui. prends un sondage Ipsos après les élections européennes, et je voudrais savoir le chiffre aujourd'hui. Il y avait énormément de personnes qui sont syndiquées chez FO qui ont Non, qui voté, se disent proches. qui se disent proches. C'était ça Sympathisants, la ça ne veut pas question. dire qu'ils sont adhérents. Ouais. Qui avaient voté pour le Front National. Est-ce que vous acceptez ça dans votre syndicat? Attendez, d'abord, ce ne sont pas obligatoirement des adhérents, c'est des gens qui se disent proches des sondages sortis des urnes. Il y en a dans les autres organisations aussi, hein, dans toutes les C'est organisations. équivalent à peu près un tiers. Oui, de mémoire, c'était effectivement dans ces eaux-là. Hein, mais vous croyez qu'ils le disent? Ils ne le disent pas. Et aujourd'hui, vous savez à peu Mais j'en près, sais rien, je ne fais pas de statistiques là-dessus. il n'y a pas de statistiques dans Ben non, mais vous savez, FO, c'est une relation très démocratique. Ça veut dire que si un adhérent dans une réunion disait « Moi, je m'exprime au titre de tel ou tel parti, quel qu'il soit », il finit pas sa phrase. On n'est pas là pour ça. Donc on n'a pas ce type de débat dans l'organisation. On est sur les positions et les revendications, on défend les valeurs républicaines, mais à un moment donné, il faut se poser la question, c'est bien gentil tout ça. Mais ça Il vous suffit pas de inquiète casser pas? le thermomètre. Ce qui m'inquiète, c'est pas dans mon organisation, ça m'inquiète pas. Parce qu'on n'a pas ce type de problème. Ce qui m'inquiète, c'est les réseaux qui se développent. C'est quoi les Il y réseaux? a des réseaux dans les chambres de commerce, dans les chambres d'agriculture, dans la haute fonction publique. Voilà, il y a À des travers réseaux. toute la France, si on comprend bien. Oui, bien sûr. Il y a ça qui se développe. Mais ça, c'est lié. Mais Il y a un réseau quelle est Front National l'origine qui se développe. proche, etc. Quelle est mais pourquoi on en arrive là? Si on ne veut pas comprendre que c'est à cause, en France comme en Europe, hein, parce que vous savez que les 2 seuls pays où vous n'avez pas ce type de problème, c'est quoi? L'Espagne et le Portugal. Pourquoi? Parce qu'il y a 40 ans, c'était des dictatures. Et que ça reste dans la tête des Espagnols et des Portugais. Mais vous allez dans les Pays-Bas, vous discutez au Danemark, vous discutez avec les Suédois, vous avez ce type de problème partout. Donc c'est bien la situation économique et sociale qui crée ça. Ne pas le reconnaître ou ne pas bouger, c'est un côté pyromane. Comment est-ce que vous pouvez témoigner effectivement de l'entrisme du Front National dans tous les endroits que vous avez évoqués? Vous avez C'est des témoignages retours? qu'on a, c'est des témoignages qu'on a, des organisations, mais vous avez y compris des employeurs qui s'affichent à la télé. Vous l'avez pas vu ça? Moi j'ai vu ça cet été. Bon voilà, qui se cachent pas. Bon, Ce que vous êtes en train après, de dire, c'est que c'est souterrain, qu'on ne le voit pas forcément à la surface. pas obligatoirement, oui. Ouais. Mais ça existe. Et vous n'êtes pas épargné? Mais j'en sais rien, parce qu'on ne fait pas. Mais quand je dis j'en sais rien, je ne fais pas de statistiques et personne va venir. On a eu 2, 3 cas qui sont sortis, mais personne va venir en disant moi je suis adhérent au PS, moi je suis adhérent. Il n'y a que moi qui dis ça. Bon, hein, parce que je suis secrétaire général, c'est pas la peine de cacher les choses. Mais les gens ne viennent pas à FO ou ne s'expriment pas à FO au titre d'un parti politique quel qu'il soit. Il y en a une bonne partie qui sont nulle part d'ailleurs. Un chiffre peut-être. Je pense. 39% des fonctionnaires, et ça c'est un sondage Cevipov qui a été réalisé, des fonctionnaires de catégorie C, pour être très clair, se tournent désormais vers le Front National. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est nouveau? Est-ce que c'est quelque chose... Mais Là, je c'est ne vais pas recommencer. Est-ce que ça vous Oui. inquiète? Est-ce que c'est quelque Non, chose mais- qui est nouveau? Mais quand vous avez un parti qui fait les résultats qu'il fait, prenez les dernières élections régionales,
Bah oui, ça signifie, moi je prends ma région d'origine qui est on dit plus le Nord-Pas-de-Calais maintenant, on dit les Hauts-de-France. Bon, les Hauts-de-France, bah oui, vous aviez à la fois des partis... l'électorat socialiste, les fonctionnaires, les ouvriers... qui viennent de là. Donc ce sont les déçus? Ben oui, parce que quand vous avez des politiques menées, les gens, ils raisonnent quoi? Ils ne vous parlent pas dans les entreprises de la déchéance de nationalité. C'est pas de ça dont ils vous parlent aujourd'hui. Ils vous parlent de quoi? Ils vous parlent de leur emploi, ils vous parlent de leur salaire, de leur pouvoir d'achat, des difficultés à faire les fins de mois, que la situation ne s'améliore pas. Et pour eux, la réponse, c'est donc le Front National. C'est plus le Parti socialiste. J'en sais rien, ils ne me parlent pas de ça. Ils disent voilà, nos problèmes, c'est ceux-là aujourd'hui. Et ce qu'on constate, c'est que ça ne change pas. Et il y a du vote, peut-être d'adhésion pour certains, mais il y a aussi du vote de contestation. Maintenant, la part des choses, j'en sais rien, moi. Encore une petite question pour conclure cette émission. Vous avez raconté vos rendez-vous avec Manuel Valls, vous en avez également avec le chef de l'État. Comment est-ce que vous les percevez l'un et l'autre dans leur approche du fait social? Je les sens très... Enfin, ils ne le disent pas, mais on les sent très déjà préoccupés par l'année prochaine, c'est-à-dire l'élection présidentielle. Et j'ai l'impression que c'est ce qui guide beaucoup de choses. Bien sûr, oui. Vous avez parlé des gestes en direction des fonctionnaires notamment? Oui, mais d'une manière générale, c'est comment gagner une présidentielle. Mais moi, je l'ai déjà dit et je le redis, quand quelqu'un qui veut être président ou qui veut à nouveau l'être, peu importe, c'est que pour gagner, il faut qu'en face de lui, il ait le Front National. Moi, démocratiquement, ça m'inquiète. D'accord. Vous pensez que c'est le calcul? Bah, écoutez, ça apparaît, non? Ça apparaît, puisque tout le monde dit à deuxième tour, voilà, moi ça me pose problème, à titre personnel de citoyen. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de Myriam El Khomri, qui reste toujours très contestée dans la défense de son texte emblématique de la fin du quinquennat? Je ne sais pas, écoutez, c'est qu'elle ne connaissait pas ses dossiers, ça c'est pas de sa faute. Elle était secrétaire d'État dans un autre secteur, elle débarque là, on lui colle, quand je dis l'Élysée et Matignon, on lui colle ce qui est présenté comme un des projets les plus lourds du quinquennat. Je ne pense pas qu'on ait obligatoirement voulu lui rendre service. Est-ce qu'il faut croire les échos d'un magazine qui s'appelle Le Point, que tout le monde connaît? On peut dire que vous discutez souvent avec Martine Aubry. Qu'est-ce que vous trafiquez avec Martine Aubry? Rien. Rien, je la connais. En plus, c'est toujours intéressant de discuter du travail, même si on n'est pas toujours d'accord. Vous avez parlé de la travail? Ah oui, bien sûr. Mais discuter avec elle, parce que je vous rappelle qu'elle a été ministre du Travail 2 fois, qu'elle a été DRH, qu'elle a été directeur général du Travail. Donc au moins, elle connaît cette âge-là. Maintenant, moi, je ne fais pas de politique. Non. Je ne fais pas de politique politicienne avec elle. Vous Le Point a dit je ne sais plus quoi, qu'on s'était d'accord pour mettre en cause Valls. C'est pas mon problème, franchement. Hein, c'est pas ça. Moi, mon problème aujourd'hui, c'est la loi dite El Khomri ou la loi sur le travail. Et c'est vrai qu'avec elle, Martine Aubry, on a des points de convergence sur l'analyse du texte. Elle sait ce que c'est que la hiérarchie des normes, par exemple. Bon, vous l'invitez à défiler jeudi aussi, avec vous, alors. Ah bon, je fais ce qu'elle veut. On suivra donc l'ampleur des manifestations auxquelles vous appelez dans quelques jours. Merci beaucoup, Jean-Claude Mailly, merci. Michael Zamez, merci à tous. Bonsoir, à très vite.